Liberté, bonjour. Nous avons la joie de célébrer ce matin un grand musicien, Claude Dubosc, qui a l'honneur d'une biographie rédigée par l'abbé Gilles Dubosc, son fils, l'un de ses enfants. Et c'est un très beau livre et nous avons demandé l'aide de Antoine de Montilly, bonjour monsieur, bonjour, pour nous présenter ce grand poète et ce musicien, puisque vous êtes le petit-fils de Absolument. Claude Dubosc et que vous avez créé une association des amis de Claude Dubosc. Alors je ne l'ai pas créée, elle a été créée, avant. Vraiment par le compositeur. Vous l'avez repris. Recréée en 1957, il est mort en 1938, Oui. par sa femme, Oui. qui entre-temps s'était remariée, mais enfin, recréée en 1957. Et puis on l'a vraiment réactivé dans les années, surtout 90. Surtout on a apporté l'outil Internet dans les années 2000. Qui est important, merveilleux. hein. Donc vous pouvez taper claudedubosc.com. Wikipédia, on a aussi le site www.claudedubosc.com. Voilà. Et puis nous avons la joie aussi de recevoir Damien Top, qui est musicien, chanteur, et qui aime à chanter et à dire les mélodies de Claude Dubosc. Bonjour. Bonjour. Alors, peut-être, pour nous mettre tout de suite dans l'atmosphère, je vais donner ce petit résumé. Donc, Claude Dubosc est un musicien français qui a été formé à la Schola Cantorum sous la direction de Vincent d'Indy. Il se rattache au courant debussiste et c'est aussi un admirateur parmi ses contemporains d'Éric Satie, de Gabriel Fauré et de Maurice Ravel. Il a composé jeune de nombreux poèmes musicaux et à partir de 1920, il se consacre essentiellement à la musique religieuse, cantiques, psaumes, années liturgiques d'orgue. Et puis, nous raconterons la suite. Pour nous mettre tout de suite dans l'atmosphère, et parce que nous sommes tous sous le coup de ce terrible incendie de Notre-Dame, nous allons écouter, grâce à vous, Damien, le poème qui s'appelle « Consolation » et qui est cet hommage que Claude Dubosc rend à Notre-Dame de Paris. Éloge de la cathédrale. Je crois qu'il nous serait impossible de vivre dans cette ville de grisaille et de givre si nous ne pouvions pas chaque soir un instant, dans ton recueillement ogival et constant, consoler nos douleurs, ô seule cathédrale. Sans toi, parmi les vents de froideur sépulcrale, il nous faudrait traîner nos lourds péchés charnels comme des vagabonds tristement éternels. Sans toi, le long des murs et des ruelles torses, il nous faudrait errer sans espoir et sans force, comme des condamnés qui ne souriront plus. Loué soit à jamais le Seigneur des élus qui fit germer au cœur des hommes sans reproche cette inspiration d'angéliser la roche. Loué soit à jamais ces hommes embrasés qui surent revêtir de silence bronzé, d'ombrages infinis, de chantantes lumières, le mystère divin des vérités premières. Merci Damien. Cela dit infiniment mieux que tous les autres commentaires qu'on a pu entendre de la nécessité de cette cathédrale au cœur de la ville de Paris. Alors, Antoine de Montilly, pouvez-vous nous dire qui était cette famille de négociants en bois de la région des Landes ?
Alors la famille Dubosc est d'abord bordelaise, puis landaise. Oui. Et on peut dire le patrimoine, la richesse de la famille repose sur la propriété de milliers d'hectares de pins, dont on peut dire que le centre de gravité, le centre est à Onesse-la-Harie, dans les Landes. Je ne vais pas citer les autres communes, il y en a pas mal, puisque plusieurs milliers d'hectares, c'est beaucoup. Donc ça, c'est un peu l'origine et la richesse. En même temps... Ça sera à l'origine d'une vente de traverses de chemin de fer, tout simplement. Notamment. Jusqu'en Angleterre, il y avait bien sûr. aussi. Alors, et en fait, c'était essentiellement le produit, effectivement, de la vente du bois, Oui. mais également le produit de la résine. Oui. On a oublié, mais à l'époque, il n'y avait pas encore tous les produits chimiques Oui. qui servaient à fabriquer toutes sortes de colle. Oui. La résine était un produit quasiment industriel Oui. et qui rapportait beaucoup. Voilà, tout ça, c'est tari aujourd'hui. On me dit que la résine pourrait revenir pour des raisons écologiques. C'est intéressant. Oui, oui, compte tenu des dégâts que font les autres produits. Mais c'est une famille. Son père est un homme. Son père C'est un notaire. il Il est notaire. est notaire. Ouais. Oui, ce qui est intéressant, parce que ce n'est pas uniquement Ouais. un homme d'affaires, c'est un notaire. C'est un notaire. Et c'est aussi un homme très lettré et très mélomane. Oui, très alors cultivé. la différence de ces deux frères, parce qu'en fait, ils sont trois frères Oui. Dubosc frères qui sont établis à Bordeaux. Oui. Les deux autres frères seront, un sera particulièrement important à la fin de la vie de Claude Dubosc, malheureusement. Les trois frères gèrent donc ce patrimoine, mais Antoine Dubosc est à la fois notaire et en même temps, comme vous le dites, c'est un homme lettré, c'est un homme religieux, c'est un homme cultivé, qui va jouer un rôle fondamental dans le développement du talent de son fils. Et très vite, ce jeune Claude montre des dons évidents. Oui, dès l'âge de 3-4 ans, donc... Sa sœur joue du piano, donc lui s'approche du clavier et il apprend très vite. Voilà, il apprend très vite. Et la clé de sol, il aurait eu... ça l'a un peu ennuyé, il avait 3-4 ans. Mais la clé de fa, il l'aurait appris tout seul. Bon, voilà. Et puis à 5 ans, il fait sa première audition. Et à 11 ans, sa première composition. Donc c'est un musicien doué. C'est un musicien doué. Indéniablement très doué. Et dans un jardin, il y a un kiosque à musique. L'orchestre n'est pas du tout dans le bon rythme et dans un bon ensemble. Et il va leur indiquer comment réparer cette faute. Ce qui est quand même, c'est pas ordinaire. Il y a il y a eu un concert salle Pleyel, il avait 20 ans, où il a clôturé par une sonate qui est pas encore totalement éditée, il faut que je m'en occupe, qui est la sonate romantique, où il monte à sa virtuosité pianistique. Et puis un autre épisode qui est l'inauguration de l'Orgue Cavalier École en 1918, si je ne me trompe pas, où c'est lui qui fait un concert de plus d'1 heure en jouant essentiellement du Bach, du César Franck, et c'est lui qui joue pendant 1h30. Quoi. À Onesse. Alors à Onesse-la-Harie, absolument. Puisque son père lui achète un orgue, ce qui est quand même... Un orgue Cavalier École, en plus, ce n'est pas rien. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir un papa qui nous offre un orgue. Dans les Landes. Alors, moi, je connais un orgue à vendre. Un orgue qui vient d'être fabriqué et qui est extrêmement joli. Donc, je lance un appel. Cet orgue est à Solliès-Pont. Donc, si vous avez envie d'un orgue, je peux vous procurer un orgue très, très rapidement. Alors, fin de la parenthèse. Alors, merci. Alors, l'histoire de l'Orgue Cavalier École de Claude Dubosc est très intéressante, puisqu'il a été vendu après la guerre, en 1945-1946. Il est allé aux Pays-Bas. Il a été récupéré par la commune de Viroval, en Alsace. Et celui qui l'a acheté et qui a joué dessus s'appelle Albert Schweitzer. Oui, donc, c'est une jolie histoire. C'est assez étonnant comme histoire. C'est une très belle histoire. Alors, si l'on veut planter le décor de l'époque, on se rend compte qu'il y a tout de même des grands personnages, grands personnages. Il va épouser la fille de Francis James. Non, il épouse la fille d'un porcelainier ou d'un faïencier de Lunéville. Qui épouse la Alors en fille fait, de Francis James? il n'y a pas. Francis James était un ami j'ai vérifié, dès 1917. Francis James est un ami d'ailleurs de la famille Keller, qui était donc des Lorrains. Oui. Et puis progressivement devient un grand ami
de Claude Dubosc, alors qu'il est plus âgé. Francis Jammes, j'ai vérifié, est né dans les années 1880. Mais bon, c'est le poète parfait, Francis Jammes. Il n'est plus du tout connu aujourd'hui et nos petits-enfants n'apprennent plus du Francis Jammes parce que... Alors que c'était un auteur mieux. NRF, ami d'André Gide, c'était un auteur très reconnu au début du XXe siècle. Bien sûr, alors il y avait aussi Charles Guérin, dans cette... Absolument. Qui était lié au Keller aussi, dans à la famille Keller, en fait. galaxie. Bien évidemment, Vincent d'Indy, Satie, Claude Dubosc Satie, aimait beaucoup. Il aimait beaucoup... Alors, il le découvre, en fait, puisqu'il arrive à Paris en 1912, il est scolarisé au lycée Janson de Sailly, et en même temps, il entre à la Schola Cantorum. Et c'est là où il est très curieux, c'est là où il découvre tout seul, ou par les partitions, ou par des concerts, il découvre vraiment Erik Satie, Claude Debussy, Vincent d'Indy, évidemment, puisque c'est son professeur. D'autres, je ne vais pas citer tous les noms, mais enfin, tous les noms de l'époque, quoi. Enfin, là, musicologue à côté de moi, je ne vais pas rentrer là-dedans. Absolument. Enfin, il est dans un milieu totalement lumineux culturellement. Oui, je pense que pour lui, c'est une véritable... il a 15 ans, 16 ans, 17 ans, c'est une découverte. Et donc, il va très rapidement jouer et combler de bonheur les gens qui l'entourent, parce que ses concerts sont très aimés. Il est assez virtuose. Il est virtuose, et puis malheureusement, la guerre arrive. Absolument. Et avec toutes ces horreurs, plus des drames personnels d'un frère qui meurt de la grippe espagnole. Ce qui est très intéressant dans la personnalité, enfin intéressant et dramatique dans la personnalité de Claude Dubosc, c'est toute cette partie très heureuse, très choyée de son enfance, de son adolescence, une partie de sa vie. Et puis beaucoup d'épisodes vraiment dramatiques. Et puis après, les drames s'enchaînent. Avant, il y a eu la mort de sa sœur. Sa sœur est née en 1911, qui meurt. Sa mère qui meurt en 1912, qui est en partie... Et puis son frère qui meurt, son frère Marc qui meurt en 1919. Et puis, à partir de 1935, les affaires de famille qui vont entraîner, malheureusement, c'est qu'à partir du moment où son père meurt, la situation de cet artiste devient extrêmement précaire. Absolument. Puisque l'oncle, il y a un des deux oncles qui trouve tout à fait normal de posséder des écuries de course, mais propriétaire de chevaux mais de subventionner un artiste et d'offrir un orgue, ça c'est vraiment... Et on voit la différence de personnalité. Il y a ceux qui veulent une écurie de course et ceux qui veulent un orgue. Et puis surtout la construction du théâtre du Bourdon, qui a été détruit malheureusement par les cousins, ce qui est absolument scandaleux, qui était une construction extrêmement originale. Donc il fait la guerre, il revient chez lui, et dans cette propriété qui va lui apporter toujours beaucoup de bonheur et de paix. Et il va avoir cette idée de construire un théâtre. Un théâtre. C'est quand même... Très original, on a les photos, on a tout. Il y a donc Henri Guéon, qui était à l'époque donc un écrivain assez connu, qui a écrit un long article parce qu'il a été, en 1931, il a été absolument fasciné par ce théâtre, en plein dans la forêt des Landes. C'est-à-dire qu'Henri Guéon était un homme du monde parisien, monde des lettres, qui s'est converti. Et donc ils se sont évidemment très bien entendus, puisque notre Claude Dubosc était un grand chrétien, et il a écrit des textes magnifiques lui aussi. Le pauvre sous l'escalier d'Henri Guéon, c'est quelque chose qui est magique, c'est très très joli. Oui, alors il a fréquenté... alors en tant qu'écrivain, oui, Francis Jammes, il a fréquenté d'autres écrivains, il a fréquenté des peintres aussi. Donc il y a une peintre qui a joué un grand rôle dans sa vie, qui s'appelle Marie Vassiliev, qui reprend une cote depuis les années 1990 et depuis que les Russes redécouvrent les peintres de Montparnasse, puisque Marie Vassiliev était une peintre de Montparnasse. Et puis des sculpteurs. Puis Henri Charlier, oui. Il a connu les Charliers et cet endroit béni des dieux, de Dieu, qui est le Ménil-Saint-Louis. Voilà. Et il faut savoir que j'ai découvert que Henri Charlier avait fait un très beau monument aux morts à Aunès. Absolument. C'est très original puisque c'est une femme à genoux
en position d'imploration. C'est une mère à genoux en position. C'est une très très belle statue. Et c'est même comme ça qu'ils se sont connus en fait. C'est que Henri Charlier est venu construire différents monuments, dont celui d'Ernest Larry, et c'est comme ça qu'il a fait sa connaissance en fait. Et alors, très vite après la guerre, il va y avoir j'ai envie de dire presque une conversion intérieure. Il va s'écrier, c'est tout ou rien, todo et nada. Oui, je pense qu'il tout avait ou rien pour Dieu. Effectivement, il y a deux choses. Alors, il y avait déjà son côté musicien très doué. Et donc, après la guerre, peut-être après les horreurs de la guerre, et véritablement, il y a une conversion, puisqu'à la fin de sa vie, il sera oblat bénédictin. Donc là, la religion prend une importance considérable, à tel point d'ailleurs que l'abbé Gilles Dubosc dit bien qu'à un moment, il a peut-être hésité à devenir prêtre lui-même. Oui. Et il va concentrer toute son activité sur une activité liturgique. Il va écrire pour l'Église, pour les messes et pour chanter la gloire de Dieu. Oui, après, je laisserai la parole à Damien, mais oui. Il y a vraiment une partie donc, de son œuvre qui est vraiment profane, oui, que chante Damien. Et puis, après, il y a toute une partie très importante. Est-ce qu'on peut les distinguer ou pas? Est-ce que tout est vraiment chrétien? Ça, c'est une discussion qu'on peut avoir. Mais il y a quand même une distinction. C'est-à-dire que sur les sonnets de Shakespeare, par exemple, là, on est véritablement plus dans le profane. Et puis après, tout ce qu'il a composé de religieux, qui est considérable, qui est après, là, on est véritablement dans le religieux. Alors, d'ailleurs, en voyage de noces, il va en Italie, bien sûr, et après en Espagne, à Grenade. Il rencontre Manuel de Falla, qui a habité à Grenade, dans l'Alhambra, et qui lui dit « Vous êtes fait pour la musique religieuse ». Absolument. C'est amusant. Alors, il faut citer aussi cette phrase qui lui ressemble bien. Il dit avoir horreur de toute acrobatie dans l'exercice de l'art, comme dans la vie de l'âme. On voit cet homme qui avance. Mais il avait une certaine pureté et une conception à la fois de sa vocation et... Ouais. Il a exercé son métier de musicien presque comme un sacerdoce, en fait. Comme un sacerdoce, oui. Alors, il a été entraîné, encore une fois, il faut se replonger dans le siècle. On est au début du siècle et l'industrialisation commence à faire ses ravages, il y a des gens très pauvres. Et il est entraîné dans un ordre de la misère noire. Absolument, c'est tout un épisode. C'est absolument inouï, parce que la misère, c'est déjà pas drôle, mais alors la misère noire... C'était Cyril Polissadive, un Russe, qui avait créé cet ordre. Voilà. Qui était lui-même un artiste qui crevait la faim, on peut le dire de manière assez basique, et qui, si je puis dire, ne manquait pas d'ailleurs de demander beaucoup d'argent à Claude Dubosc régulièrement. On a des lettres. Alors ce qui est étonnant, c'est qu'il monte un spectacle au Théâtre des Champs-Élysées. Oui, absolument. 1927. Ce qui est quand même fantastique. Le bal de la misère noire. Le bal de la misère noire, là, il faut le faire. Et voilà, dis pas que les communistes s'indignent que d'autres gens que l'humanité s'occupent, et surtout l'héritier d'une grande famille des Landes. Ça, si les riches se mettent à s'occuper des pauvres, où sera la place des communistes? Alors la préfecture de police de Paris vient, il ne voit rien à redire. Non. Et puis je ne sais qui remonte ça au ministère de l'Intérieur, M. Sarraut, qui dit « C'est scandaleux, je suis d'accord avec les communistes. » Absolument. C'est scandaleux, ce bar de la misère. Voilà. J'aime montrer toujours comme la République. Il faut l'interdire. Voilà, je ne rate pas une occasion de montrer combien la République est toujours favorable aux entreprises chrétiennes et catholiques. Alors après l'ordre de la misère noire, il va créer l'ordre de la pauvreté, claire. Oui, je crois que c'est par réaction. Il pense qu'il a fait une erreur grave. Bon, on peut faire une autre analyse. Je pense qu'il aurait pu le vivre autrement. Donc, il écrira après la messe de la pauvreté claire, qui est un ouvrage superbe. Ouais. Mais bon, oui, effectivement, on est passé de la misère noire à la pauvreté claire. Oui. C'est très... Alors,
Restons sur sa poésie. Ses poésies sont absolument... qu'est-ce que vous avez à dire? Après, on parlera de la musique, mais qu'est-ce que... moi, je trouve que sa poésie est absolument sublime. Il écrit à sa belle-sœur qui vient de perdre son mari. « Ah, ne réveillez pas d'une plainte jalouse l'époux que l'heure ultime a frappé de son sceau. Celui qui meurt sous le regard de son épouse repose dans la mort comme dans un berceau. » C'est magnifique. Il était doué pour la poésie également. Il était absolument doué. Et puis alors, ces petits poèmes que les enfants doivent apprendre en classe, il faut absolument... Un petit enfant vient de naître dans une étable sans fenêtre. Un petit enfant, il y a, Gloria. Puis alors, c'est toujours... ce sont véritablement, comme d'ailleurs Francis Jammes, ce sont toujours des poèmes qui chantent. Si on les dit, on entend une musique. On peut le rapprocher aussi de Marie-Noël. Oui. Qu'en pensez-vous? Oui, absolument. Je pense que toute la poésie et toute la création artistique de Claude Dubosc vient principalement de cet amour du texte, cette connaissance profonde des mots et surtout de leur potentialité rythmique et expressive, bien entendu. Et ça, c'est un germe que l'on peut retrouver très loin, puisque, bien sûr, on va le rattacher au chant grégorien, on va le rattacher à tous ces spectacles médiévaux et catholiques. Je pense au pastoral du Pays Basque, par exemple, ou encore au Trauerspiel des Flamands et de toute la sphère germanique. Donc on a cette espèce de souffle créateur qui vient de ce Moyen-Âge et qui, à travers la Scola, je pense, a aussi été révélé à Claude Dubosc, puisque l'enseignement de Vincent d'Indy se base sur la connaissance de la musique ancienne et surtout sur la connaissance du chant grégorien. Et donc là, on a vraiment cette filiation de Claude Dubosc, plongeant ses racines dans ce qu'il y a de... On parlait de Notre-Dame de Paris tout à l'heure, mais c'est toute cette époque de consolidation de la foi chrétienne à travers les siècles. Claude Dubosc poursuit cette vision de la civilisation et il va donc peut-être aussi en réaction à la complexité de l'écriture musicale en ce début du XXe siècle où tout est parfaitement noté. Prenez les partitions de Maurice Ravel, il n'y a rien à changer. Et donc peut-être que pour lui, ces partitions luxuriantes de Ravel, de Roussel, de Schmitt sont peut-être trop abouties. Trop sophistiquées. Et il voudrait donc revenir à cette simplicité radieuse. Donc il va épurer cette musique, il va vouloir arriver peut-être à une sorte de ligne claire, de pauvreté claire peut-être, comme il le dit lui-même un peu plus tard. Et c'est ce que l'on ressent dans toutes ces expériences musicales qui culminent, à mon avis, au moment de la Première Guerre mondiale. On a ce jeune homme qui... Et grâce à la Scola, grâce à Roussel, à d'Indy, à toutes les personnalités artistiques qu'il côtoie, ce personnage artistique qui va éclore juste avant la guerre, et puis va arriver cette expérience terrible pour tous les musiciens d'ailleurs et tous les artistes, et pour donc, tout le monde. Avec un revirement pour tout le monde. Voilà, dans la deuxième qu'on partie soit artiste ou pas. De son existence. Mais effectivement, je crois que les premières œuvres donc avant la guerre sont principalement des œuvres profanes, avec les sonates pour piano, les sonates héroïques, sonates romantiques, la sonate pour violon et piano, que d'ailleurs l'association du Bosc a remonté l'année dernière à Paris, et on a pu se rendre compte de la force de ces œuvres qui sont écrites dans un langage musical tout à fait particulier, puisqu'il a supprimé les barres de mesure, donc il n'y a plus peut-être de contraintes. Il veut retrouver une sorte de respiration complètement libérée, à l'image du verbe, dont il est un des maîtres. Et également les mélodies qui ont été publiées en 1918, il y a en fait 3 recueils de 3 mélodies, alors c'est peut-être aussi un signe
symbolique de grouper les choses par trois, comme pour la Trinité. Toujours est-il que ces trois mélodies de Baudelaire, les trois sonnets de Shakespeare, qu'il traduit lui-même de l'anglais, et les trois poèmes de Verlaine, de Francis Jammes et de moi-même, ainsi qu'il l'intitule, eh bien ces trois recueils sont vraiment parmi le meilleur de sa production et sans doute parmi les chefs-d'œuvre de la mélodie française. Et on peut les trouver enregistrés? On peut les acheter? Pas encore. Pas encore. C'est Damien qui les chante essentiellement. Merci, oui. Mais, donc, oui. il faut faire venir Damien pour les entendre. Eh bien, avec grand plaisir. Et sinon... donc, voilà, simplement pour vous dire que je pense qu'après cette expérience terrible de la guerre, il y a eu donc cette espèce de basculement qu'on peut noter dans son inspiration musicale, et il va se consacrer uniquement à la musique religieuse oui. et toujours dans le même esprit d'épuration. Toujours, oui. Et les chants qu'il... il y a un cantique que j'aime infiniment, c'est le cantique à Sainte-Eulalie. Je vous le donne pour que vous le disiez. Que jamais je ne me lie à la terre et à sa lie, je vous en supplie, Sainte-Eulalie. Au fin fond de l'herbe, une enfant de Dieu chérie dépérit. Un païen règne. En furie, un jour, elle l'injurie et périt, préférant à sa patrie dépravante une tuerie qui guérit. Que jamais je ne me lie à la terre et à sa lie, je vous en supplie, Sainte-Eulalie. Sitôt sa bouche pâlit, une colombe jolie en jaillit. Et point ne fut avilie sa dépouille, ni salie, car on lit qu'elle fut ensevelie sous une neige polie, comme un lit. Que jamais je ne me lie à la terre et à sa lie. Je vous en supplie, Sainte-Eulalie. Alors nous allons l'entendre. Très bien. Nous allons l'entendre et donc nous allons interrompre cette émission pour l'entendre. Que jamais je ne me lie à la terre et à sa lie, je vous en supplie, Sainte-Eulalie. Au fin fond de l'Ibérie, une enfant de Dieu chérie dépérit. Un païen règne en furie, un jour elle l'injurie et périt. Préférant à sa patrie, dépravant une tuerie qui guérit. Que jamais je ne me lie à la terre et à sa lie, je vous en supplie, Sainte-Eulalie. Peut-être le moment est-il venu, Antoine de Montigny, de parler de cette pièce qu'il a, une sorte de mystère, comme on disait au Moyen-Âge, qu'il a écrit pour son théâtre, Colombe la Petite. Colombe, c'est une sainte qui a quitté l'Espagne. Et que va-t-il se passer? Elle est très jeune. Alors, ce qui est important, en fait, je pense, c'est de souligner qu'il a voulu, ce qu'il écrit lui-même, créer une conception intégrale du drame où il a lié, donc il l'a écrit, poésie, musique, chorégraphie, architecture du décor, masque, jeu de marionnettes. Et il avait rajouté projection et cinéma. C'était un texte qui date de 1930, donc qui est assez, on peut dire, pas futuriste, parce que le cinéma était déjà là. Et, Oui, et enfin, donc, un spectacle complet comme ça, c'est voilà, c'est un très spectacle nouveau. complet qui n'a jamais été réellement représenté d'ailleurs. Donc c'est à faire en fin de temps. Sauf en 1931, évidemment, au Théâtre du Bourdon, oui, oui. à Onès-Lary, absolument. Oui, absolument. Et donc, c'est l'histoire de cette petite sainte qui va tenir tête. On va, comme toutes les histoires de jeunes saintes, un païen lui demande de se convertir, elle refuse encore. Et on va vouloir lui trancher la tête. Et un ours
se présente pour la défendre. C'est une histoire Vous racontez très bien l'histoire. magnifique. Moi, j'aime beaucoup les vies de saints. Je vis avec les vies de saints et je lis des vies de saints sur Radio Maria. Donc, si vous voulez, je commence à être très pointue sur tout ce qui peut arriver à un saint sur le moment d'être tué. Évidemment, une fin dramatique, c'est quand même Mais bon, une constante. grande tempête se déclare et l'ours s'enfuit. Et alors, les païens peuvent tuer cette petite colombe. Mais je pense que c'est un spectacle que des jeunes d'une école pourraient monter avec beaucoup de bénéfices. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais il l'avait monté un peu avec sa famille, à Bien sûr. Onès-Larry. Il y avait à la fois ses enfants, ses neveux, ses nièces. Et puis même, on dit même qu'il y avait même les habitants d'Onès-Larry, des paysans qui l'a joint pour monter ce spectacle. C'était donc quelque chose qui devait être assez fascinant. Donc vers 1931-1932. Voilà. Ouais. Ça a été un peu l'apogée, je pense, C'était de sa l'apogée. carrière artistique. Bien Après, sûr, ça a été... bien sûr, bien sûr. Mais après, moins drôle. les soucis financiers sont venus et très vite une dépression et une dépression sans doute très mal soignée. Et puis surtout un arrêt du tribunal de Mont-de-Marsan en 1935 qui lui interdit en gros, par la voie évidemment du conseil familial. du conseil familial, de gérer son propre patrimoine. Oui, ça, Et ça a été pour lui qui avait quand même 5 enfants et qui avait une vie, en même temps une vie d'artiste, mais quelque part c'est un peu le côté, les deux faces, on va dire, un personnage assez extraordinaire, mais il aurait dû être à la fois le gestionnaire de sa fortune, et puis en même temps l'artiste. Voilà. Ce qui est tout de même difficile à demander. Voilà, la compatibilité entre les deux. Oui, le grand écart est un exercice qui est assez rare. Mais personnellement, je ne dévierai jamais, avec la grâce de Dieu, de la voie étroite de la charité au bénéfice de l'art. Évitons d'être la cymbale retentissante. Ce qui fait que, de son talent, de ses dons, il ne voulait même pas tirer de l'intérêt. Il ne voulait absolument pas se produire en public et avoir une... Mais c'est vrai. C'est vrai, oui, effectivement, je lis ces quelques lignes qu'il a écrites probablement 2-3 ans avant sa mort. « Pauvre je suis, et dans les travaux, dès ma jeunesse, comme David, et cependant, je parais dans la richesse. Mais c'est qu'avide, aveuglément de l'intelligence et d'elle seule, je vis privé de tout ce que les pauvres veulent. » Ça, ce sont les paroles de Saint Jean de la Croix. Qu'il a donc, sont les monodies de Saint Jean de la Croix qu'il a écrites pour voix a cappella. Que vous avez chanté. Que j'ai chanté. Ouais. Il y a des enregistrements de ce que vous avez chanté. Alors, ça va sortir. Ah, chic. Ça doit figurer sur un disque où 3 compositeurs originaires des Landes vont être regroupés. Donc, Claude Dubosc, Herman Bonal et René de Castera. Très bien. Vous reviendrez nous en parler? Avec grand plaisir. Alors, on peut trouver aussi, dans cette maison d'édition dont j'aime bien le titre, Forgotten Records, les disques oubliés. Donc, c'est la sonate pour piano, violon et piano, concert intime, Matine, sarabande et gaillarde. Pour le piano. Pour le piano. Et ça, ça n'est pas encore édité, mais c'est le seul enregistrement de Colombe la Petite qui existe. Ah, que qui n'est pas encore... Très, très bien, très, très bien. Et puis donc, encore des œuvres... Alors, une pianiste Marie-Bénédicte Cohu, qui était vraiment la première à vraiment jouer les œuvres pour piano de Claude Dubosc, et puis surtout la sonate pour piano et violoncelle. Alors, le concert intime, la sonate pour piano, violon et violoncelle. Voilà, alors l'œuvre en fait, on va dire musicale de Claude Dubosc n'est pas énorme comparée à ses contemporains ou à des très grands noms. Voilà, et il a eu 4 ans de guerre. Voilà, 4 ans de guerre. Et puis il est parti dans cette direction qu'a très bien décrite Damien, d'aller vers cette pureté, cette simplicité.
On va terminer cette émission, on va écouter peut-être quelques passages de son œuvre pour piano, les matines, les sarabandes, Gaillard. Qu'est-ce qui vous paraît le plus... Qu'est-ce que vous aimez le mieux, Damien? Écoutez, je pense que si vous prenez un choix parmi ces matines, sarabandes et Gaillard, ce sera tout à fait approprié, bien entendu. Ça serait bien. Et puis les œuvres, les petites heures mystiques. Alors qu'est-ce que c'est? Alors là, on a les Cantiques au sein de l'hiver et où il y a Sainte-Eulalie. Ça, c'est Sainte-Eulalie. Voilà, donc Okay. là, il y a l'enregistrement par la cantatrice Odile Thomas, si je me souviens bien, de Dominique Joubert à l'orgue, des Cantiques au sein de l'hiver. Et puis, il y a cette recommandation, suivons la Sainte Espérance en pleurs, elle nous mène au paradis en fleurs par le chemin de la douleur. Voilà, le programme est clair. Il suffit de s'y atteler. Merci beaucoup d'être venu ce matin pour évoquer ce grand musicien, Claude Dubosc. Je voudrais rendre hommage au livre. Si vous êtes mélomane, si vous aimez les arts, chers amis de TV Liberté, lisez ce livre de l'abbé Gilles Dubosc. Il est extrêmement modeste, on ne sait même pas à qui il est. Il parle de lui une fois. Claude a eu un fils qui s'appelait Gilles. Voilà. Mais c'est un texte d'une grande finesse, d'une grande délicatesse. À mon avis, il a parfaitement compris qui était son père. Et bien évidemment, comme il est lui-même entièrement tourné vers Dieu, il comprend parfaitement son père. Et donc c'est un très très joli livre. C'est édité aux éditions Terramar. Henri Charlier disait de Claude, c'est le don des grands artistes de parler des choses éternelles, même contre leur temps. Et dans notre époque d'anarchie, tous les grands artistes, depuis plus d'un siècle, ont été témoins du spirituel et de l'éternel contre leur temps. Donc Claude est un témoin de l'éternel dans un temps qui Étant troublé. Qui était fort dur pour lui, puisque, et pour tous ses contemporains, puisque ça a été un effroyable tremblement de terre sur l'Europe. Quelque chose à ajouter encore, Damien ? Donc vous revenez, nous évoquer ce CD. Je reviendrai avec grand plaisir. Je crois qu'il faut inciter tous les musiciens à jouer la musique de Claude Dubosc, à la découvrir et à la faire aimer. Et puis tous les amoureux de la littérature de découvrir ses textes. De découvrir ses textes, absolument. Et nous vous remercions tous les deux. Merci beaucoup. Merci. Nous remercions l'abbé Gilles Dubosc et nous invitons à aller sur votre site internet et à lire cette biographie de Claude Dubosc, 1897-1938. Merci beaucoup à tous deux. Merci. À très bientôt, chers amis de TV Liberté.
TV Liberté, bonjour. Nous avons la joie pour cette rubrique patrimoine de recevoir deux personnes très concernées par ce patrimoine. Stéphanie Bignon, bonjour. Bonjour. Stéphanie est présidente de l'association Terre et Famille et s'est illustrée déjà 2 fois de façon très visible, en dehors des actions moins visibles, dans la défense du château de Versailles, dans cette association qui s'appelait Versailles Mon Amour, que nous avions créée toutes les deux en 2010. Et pour la défense de Anzy-le-Duc, pour laquelle vous avez arrêté des travaux intempestifs qui étaient censés remplacer des vitraux existants par d'autres, des vitraux anciens existants, représentant tout de même la croix du Christ, par d'autres représentant des petits footballeurs dans la ville. Et nous avons la joie de recevoir aussi Guillaume de Thieulois. Bonjour. Bonjour Anne. Vous êtes le directeur du Salon Beige et vous venez d'écrire sur Internet, c'est un document qu'on trouve sur Internet, qui s'appelle Notre-Dame, chute et résurrection. Et vous abordez le sujet de façon extrêmement originale. Personne d'autre ne l'a abordé. Vous écrivez non à une 3e spoliation de l'Église catholique. Et le problème est là et nulle part ailleurs. Et ça sera publié aux presses de la délivrance ? Oui, on va en faire une version papier, mais l'essentiel c'est que ça soit diffusé. Donc mais ça se lit très rapidement. Et puis alors, on peut agrandir les caractères. Absolument. Et donc ça se lit très agréablement. Donc, nous allons parler d'abord du Salon Beige parce que je voudrais célébrer le Salon Beige qui a une importance considérable, qui d'abord nous réunit, je crois. C'est gentil. Tout à fait. Votre expérience ? Complètement. De façon très, très pratique, très visible. On n'est pas justement dans le discours et uniquement dans le discours. C'est un moyen, c'est un endroit où on se retrouve et on se concerte et où on commence à agir. Et on annonce les actions des uns et des autres. Absolument. Et ce matin, vous alertez sur cette effroyable histoire de Vincent Lambert, dont la mort est programmée. Ce n'est pas d'hier que vous vous occupez de cette triste histoire. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, Guillaume de Thieulois ? Alors, effectivement, le médecin, Dr Sanchez, a annoncé qu'il allait arrêter les soins avec guillemets. Ce qu'il appelle les soins, c'est l'alimentation et l'hydratation. Et donc ça, c'est un des vrais gros problèmes qu'il y a dans la loi dite Claes-Leonetti, qui, soi-disant, nous évite l'euthanasie. Aujourd'hui, il est possible de considérer que des soins médicaux, que c'est de l'acharnement thérapeutique d'alimenter et d'hydrater quelqu'un. À ce compte-là, nous sommes tous sous acharnement thérapeutique, et, parce qu'à ma connaissance, personne n'est capable de se passer d'eau et d'alimentation. Donc, si Vincent Lambert est dans une situation d'acharnement thérapeutique, nous le sommes tous. Donc, la réalité, c'est que c'est un handicapé et qu'il est euthanasié parce que handicapé. Et donc, ça pose d'énormes problèmes de civilisation, ça pose d'énormes problèmes de législation, ça pose d'énormes problèmes médicaux, juridiques. J'espère qu'il va y avoir un réveil des consciences. À l'heure où on parle, l'arrêt des soins, entre guillemets, est programmé pour dans quelques jours. Quand les téléspectateurs verront l'émission, théoriquement, ça sera commencé. Oui. Il est toujours possible de revenir en arrière. Je rappelle juste pour mémoire que des services dédiés à l'accueil à ce genre de malades existent et que plusieurs ont signalé qu'ils étaient prêts à accueillir Vincent Lambert. Donc c'est pas un problème de lit, c'est pas un problème. Il y a la place. C'est juste un acharnement idéologique. Oui. Il n'y a pas d'acharnement thérapeutique, mais il y a un acharnement idéologique, médical et judiciaire contre lui. On a envie de dire le premier des droits de l'homme, c'est de changer d'hôpital quand on y est. Non, ce droit lui est refusé. Mais le premier problème, c'est en réalité que l'État n'aurait jamais dû pénétrer, la justice n'aurait jamais dû pénétrer dans cette affaire, et qu'elle pénètre puisqu'il y a cet antagonisme entre l'épouse
de Vincent et la maman de Vincent. Absolument. L'une étant pour sa faim et l'autre étant pour sa survie. Et donc, l'État s'est glissé dans Absolument. Et morale de l'histoire, ne jamais mettre l'État dans ses affaires. Les conséquences en sont toujours dramatiques. Absolument. Vous mettez sur Internet, sur le Salon Beige, une lettre très belle à écrire à Monseigneur Beaufort. Beaufort pour l'inviter à prier pour Vincent et manifester. Ouais. Vous êtes... Alors, moi je crois que le réveil des consciences passera fondamentalement par l'Église catholique, qui est la gardienne de la loi naturelle. Hein. Charles Maurras avait des mots très, très beaux qui n'était pas catholique pratiquant, comme chacun sait, a eu des mots très beaux sur la gardienne de la civilisation. Et en particulier, elle n'est pas que ça, elle n'est pas principalement ça, Non. mais elle est aussi la gardienne de la loi naturelle. Et donc, c'est de l'Église catholique que doit venir le réveil des consciences. Et d'ailleurs, partout dans le monde où on a un réveil des consciences, il vient toujours de l'Église catholique, c'est intéressant à remarquer. Par exemple, aux États-Unis, je ne sais pas si vous en souvenez, mais il y a 50 ans, le Parti démocrate était le parti des catholiques. Il a complètement ripé et est devenu le parti de toutes les transgressions possibles et imaginables. Et les catholiques ont basculé en masse dans le Parti républicain. Aujourd'hui, le Parti républicain est un parti pro-vie. C'est tout à fait possible en France. À mon avis, c'est même plus facile en France qu'aux États-Unis, puisque la France est un pays fondamentalement catholique, ce que n'est pas les États-Unis. Et donc, pour en revenir à Vincent Lambert, pour moi, il est fondamental d'abord de lutter pour la vie sur des bases surnaturelles. Donc, il faut d'abord prier et jeûner. C'est pour ça qu'il y a des associations comme Mère de Miséricorde et ce genre de choses pour lutter contre l'avortement ou pour l'euthanasie. Ou contre l'euthanasie, il faut prier. C'est vraiment fondamental d'enraciner son action politique dans une action spirituelle. Et en l'occurrence, je suis persuadé, politiquement là pour le coup, que si l'archevêque de Reims organise des prières publiques pour Vincent Lambert à la veille de sa mise à mort, ça change radicalement le rapport de force. Et donc je crois que si l'archevêque de Reims ouvre sa cathédrale pour une adoration perpétuelle, ce que j'ai demandé, s'il ouvre sa cathédrale pour une adoration permanente jusqu'à la mise à mort de Vincent Lambert ou jusqu'à son salut, je crois que les médecins n'oseront pas y toucher. Absolument. Alors, il y a deux bonnes nouvelles dans votre Salon Beige de ce matin. J'ai nommé cet homme de l'entourage de Mélenchon, M. Cotarac, qui appelle à voter pour le Rassemblement national. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ouais, il y a clairement, il y a plusieurs éléments là-dedans. Le premier, c'est qu'une bonne partie des gens qui s'intéressent au droit social, et notamment au bien-être des plus faibles, s'aperçoivent que l'ouverture des frontières à tout va n'est pas compatible avec une action sociale. Donc il faut choisir. Moi, je comprends très bien qu'on soit internationaliste, mais si on est internationaliste, il faut en déduire les conséquences, c'est-à-dire qu'il faut que les oligarques aient le pouvoir. Chacun son. Je comprends qu'on soit sur cette ligne-là. Il faut aller logique jusqu'au bout. Mais il faut être logique. Donc on peut être socialiste, mais dans ces cas-là, il faut être national. Pardon pour le jeu de mots vaseux. Mais si on est socialiste, on ne peut pas être autre chose que nationaliste. C'est juste une question de logique. Et si on est socialiste internationaliste, ça ne marche pas. Alors ça, c'est la première des bonnes nouvelles. La deuxième bonne nouvelle, c'est... Je précise juste pour que les choses soient bien claires que je ne suis ni socialiste ni nationaliste. Nationaliste, je pourrais l'être, mais... ça n'a échappé à personne. C'est une idéologie révolutionnaire par ailleurs. Ça n'a échappé à personne. Et puis, il y a l'information sur ce qui se passe à Rome. Ce panneau énorme sur un immeuble des mouvements pro-vie italiens, avec la photo d'un fœtus et « Chère Greta, si tu veux sauver la planète, sauvons les petits d'hommes ». Et là, je trouve que c'est d'une intelligence et d'un humour aussi, malgré le sujet grave, qui est très très bien. Alors, qu'est-ce qui a fait ce... C'est la Marche pour la vie italienne, donc Virginia Conadone Santé en particulier. Mais voilà. donc c'est une très belle, une œuvre qui se développe très vite. Et la Marche pour la vie italienne est apparue il y a peu de temps, 4 ou 5 ans, mais qui se développe à grande vitesse et qui a un soutien très fort de plusieurs cardinaux.
C'est la seule manifestation à laquelle un pape ait jamais participé, à ma connaissance. Ah oui. Le pape François, que tout le monde ne regarde que du côté progressiste et racontant un peu n'importe quoi sur l'immigration, Il est quand même allé là. est allé à la Marche pour la vie. Ah oui, elle est très forte, Virginia. Absolument. Elle est très forte. Donc la Marche pour la vie suivait ses actions. Et puis il y a l'annonce du 8e et dernier épisode du Dîner aux chandelles, Absolument, ouais. qui est réalisé par quelqu'un que nous connaissons bien. Absolument. Voilà. Je voulais vous proposer, votre salon belge répète la phrase de Léon XIII, à qui veut régénérer une société en décadence, on prescrit avec raison de la ramener à ses origines. Éric Audouard, cet très beau préfacier à Castellani, m'en a donné une autre. D'où viendra le salut du passé si nous l'aimons? Et c'est Simone Veil, la philosophe. Oui, Voilà. très joli. Je voulais. Alors maintenant, évoquons ce sujet si dramatique de l'incendie de Notre-Dame, chute et résurrection. Évacuons peut-être tout de suite l'histoire de l'accident ou pas l'accident. Alors, Vous en parlez très peu. Oui, j'en parle peu parce que moi, j'affirme ne rien savoir de la chose et j'affirme que personne ne peut rien en savoir, sauf évidemment peut-être les pouvoirs publics. Et ceux qui l'ont fait, si quelqu'un l'a fait. Mais ce que j'ai dit clairement, y compris dans ce petit livre, mais je l'ai dit plusieurs fois, il n'est pas possible que l'État ait pu savoir, alors que le feu brûlait encore, que c'était un accident. Et donc, s'ils le disent, c'est parce qu'ils ont une trouille noire que nous en déduisions que c'est un crime. Et parce qu'évidemment, si c'est un crime, il y a des chances ou des risques raisonnables que ce soit un crime islamiste. Je ne sais absolument pas si c'est Il y a d'autres crimes. Si on calcule à qui profite le crime, oui, il y a d'autres gens qui pourraient être qui profitaient le crime. Absolument. Mais donc, en tout cas, moi, je maintiens qu'il n'est pas possible, en tout cas, il n'était pas possible au moment où le feu brûlait, et je crois qu'il n'est toujours pas possible aujourd'hui, de savoir si c'est un accident ou un attentat. Et donc, la précipitation du gouvernement est, dans le meilleur des cas, suspecte. Alors, vous savez qu'au bout d'un mois, il n'y a toujours pas eu d'enquêteurs à l'intérieur. Ils ont envoyé des petits robots, mais il n'y a pas eu d'enquêteurs au bout d'un mois. Ça commence à faire beaucoup quand même. Et vous faites bien de parler de ça, parce qu'il y a aussi beaucoup de n'importe quoi autour de cette histoire. On a appris aujourd'hui que la Fondation du patrimoine arrêtait la collecte parce que nous avions assez pour réparer Notre-Dame. Alors, quand on dit nous avons assez, c'est nous avons assez de promesses, hein, c'est pas des dons, c'est pas des dons encaissés. Ouais. Première chose. Deuxième chose, nous avons assez. Nous ne savons pas combien ça va coûter, parce que nous ne savons pas si les fondations vont tenir. Donc c'est complètement délirant. C'est encore de la fumée. Absolument. C'est complètement délirant de dire que nous savons avec certitude qu'1 milliard d'euros vont suffire à restaurer Notre-Dame. Nous n'en savons rien. Par ailleurs, les églises de France sont dans un état monstrueux. Mais restons sur Notre-Dame. Vous m'avez appris que les tours de Notre-Dame avaient été fermées plus tôt ce jour-là. Oui. Alors, d'après ce que j'en sais, c'est des choses qui arrivent régulièrement pour des concerts, pour différentes activités, ou parce qu'il y a un mouvement du personnel. Là, en l'occurrence, je crois que c'était le cas. C'était le cas. Il me semble que c'était un mouvement social du personnel qui faisait qu'ils étaient obligés de fermer plus tôt. Donc je ne dis pas du tout qu'il y a un rapport entre la fermeture des tours et l'incendie. Je dis simplement que les échafaudages étaient vides et voilà. Enfin, donc là aussi, la thèse criminelle n'est pas du tout absurde si on imagine qu'il était assez facile d'atteindre les charpentes sans être gêné par personne. Et puis, il y a cette question qui a été absolument surabondamment exploitée et explicitée sur Internet, c'est que ces bûches ne peuvent pas s'enflammer comme ça. Ces grandes poutres. Oui. La spécialiste. Absolument. Et d'ailleurs, puisque vous en venez à des choses, je dirais, rurales, je dirais que chez nous, on dit à la campagne que c'est la poule qui chante qui a fait l'œuf.
Et donc, alors que Notre-Dame est encore en train de brûler, on chante à tue-tête « C'est un accident, c'est un accident, c'est un accident », ça m'a rappelé mes poules qui venaient de faire l'œuf, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Je vois très bien. Oui. Donc, j'ai vu, effectivement, mais je demande pardon à mes poules de les comparer à cette basse-cour. C'est faisant. C'est faisant, absolument. Donc effectivement, c'est un accident, c'était vraiment nous prendre quand même au minimum pour des idiots et surtout nous obscurcir la vue, nous imposer une façon de voir pour ensuite arriver avec des plans tout programmés. Donc quand on parle de ces fameuses bûches, oui, allumer un feu de bûches de chêne, ça n'est pas possible dans ces proportions-là. Cette rage dans le feu n'est pas un feu de bois, il y a autre chose. Ouais. Accessoirement, il faut rajouter aussi sur le n'importe quoi ambiant. 2 ou 3 jours après, on nous explique qu'on a retrouvé 7 mégots à côté des... Alors, il y a eu un incendie monstrueux, donc les mégots... pas un grand fumeur, mais dans un incendie, a priori, les mégots, ça disparaît. Là, miraculeusement, les mégots sont intacts. Je dis, mais vous nous prenez vraiment pour des débiles. Oui, c'est un enfumage généralisé. Il y a la fumée de Notre-Dame et il y a la fumée médiatique. Et ce que je trouve aussi intéressant, vous parliez tout à l'heure de à qui profite le crime, c'est qu'on peut imaginer, et malheureusement je pense que c'est assez raisonnable d'imaginer une convergence d'intérêts. Donc il y a sûrement, pour ce genre d'opération, de toute façon, c'est tellement énorme. Venons-en à cette... D'abord, principal intérêt de ce livre et de ce rappel, c'est l'histoire des spoliations de l'Église. Est-ce que vous pouvez nous faire un rappel, Guillaume de Thiroye? Alors, donc d'abord, il faut savoir que, moi je tiens beaucoup à ça, il n'y a pas eu de spoliation des biens de l'Église, il y a une spoliation de nos biens que l'Église gardait précieusement. Parce que ce sont les fidèles qui ont donné de l'argent. Ce sont des biens des fidèles, des fondations des fidèles pour des hôpitaux, pour des abbayes, pour des messes, et donc c'est une spoliation non pas de l'Église, ce qui serait déjà criminel, mais des Français. Ça c'est la première chose. Mais on reste sur cette idée-là parce qu'elle est très importante. On n'arrête pas de dire la richesse de l'Église, Absolument. La richesse de l'Église, ce qui est un propos communiste. Absolument. C'est coco. Absolument. J'en veux pour exemple un pauvre historien dont j'ai oublié le nom exprès, qui nous a dit à l'antenne que ces cathédrales avaient été construites avec la sueur des paysans. La sueur des paysans, les églises et tout ça. Oui. D'ailleurs, à la cathédrale de Laon, il y avait des bœufs en haut des tours de la cathédrale. Manque de peau, je connais un peu Laon, parce que j'ai un ami peintre pour qui Laon est le centre du monde, c'est Hugues Losfeld. Et donc, j'ai vu ces bœufs qui sont en haut. Et l'origine de ces bœufs, c'est l'intervention miraculeuse de Dieu qui a aidé les constructeurs de la cathédrale, puisque Laon est construit sur une colline et qu'ils n'arrivaient pas à faire monter les pierres. C'était trop lourd. Donc Dieu envoie 2 paires de bœufs. Voilà l'origine. Un historien qui ne connaît pas l'histoire de la cathédrale de Rouen se tait. Voilà, fin de la parenthèse anticommuniste, excusez-moi. Oh, je crois que je vous excuserai d'être anticommuniste. Mais à titre exceptionnel. Mais je crois qu'il faut quand même le répéter, parce qu'il faut redéfaire toutes les accusations. Alors, et d'ailleurs, cette propagande-là a commencé bien avant le communisme. À l'origine de la première spoliation, il y a toute la propagande voltairienne encyclopédiste qui disait ces paresseux et gras prêtres qui se font porter par le tiers-État. Oui, tout le monde connaît la caricature. C'est absurde qu'il y ait eu dans le clergé, comme dans tous les ordres, des gens peu recommandables, c'est évident. Je ne suis pas un immense admirateur de la sainteté de Talleyrand, mais d'abord, un ordre qui est capable de sortir des génies pareils entre nous, ça prouve que la civilisation était quand même un peu plus élevée qu'aujourd'hui. Là aussi, fin de la parenthèse, parce qu'on pourrait rentrer dans la comparaison des ministres des Affaires étrangères, qui ne serait pas forcément à l'avantage des modernes. Mais
Mais plus sérieusement, ça faisait 100 ans ou 50 ans qu'on entendait tout le temps que les prêtres, les clercs, les moines en particulier, s'engraissaient sur le dos du pauvre peuple. C'est complètement faux. Ça ne repose sur rien. Et donc, ce qu'on appelle les biens de l'Église, qui correspondent en gros à 10% du patrimoine de France, du Royaume de France en 1789, le patrimoine de l'Église, ça sert à entretenir les prêtres d'abord. Ça sert à faire célébrer les messes que les fidèles ont demandé à perpétuité. C'est ce qu'on appelle une fondation de messe, qu'on a par exemple encore aux Invalides. Louis XIV a demandé une messe de fondation tous les ans. Il y a autour de la Saint-Louis une messe de fondation aux Invalides parce que Louis XIV a donné un capital au départ. Les revenus servent à célébrer la messe. Les abbayes ont fait très largement le défrichage et l'aménagement du territoire, comme on dirait aujourd'hui, de la France. Les hôpitaux étaient intégralement financés par ce patrimoine, l'éducation est intégralement financée par ce patrimoine, et donc si vous voulez remettre les choses en perspective, il faut que vous mettiez tout le budget de la Sécu, tout le budget de l'éducation nationale, tout le budget de l'enseignement supérieur, et donc évidemment, c'est pas tout à fait la même chose. Entre nous, l'Église était un peu meilleur gestionnaire que l'État actuel. Hein. Absolument. Parce que aujourd'hui, Ils n'avaient pas de dette abyssale. Ils avaient pas de dette. L'argent était correctement géré. Et eux, avec 10% du patrimoine, ils faisaient tourner le pays, alors qu'on ne peut pas en dire autant de l'État actuel, de l'État-providence. Donc la Révolution prend Voilà. tout ce patrimoine religieux. Première spoliation. Arrive Napoléon Ier et Donc, le Concordat. qui n'est pas encore Napoléon Ier, c'est le Non, Concordat. c'est le Il Concordat, est encore oui, premier consul oui. en 1801. Donc, il voit bien que la paix ne reviendra qu'avec la paix religieuse. Donc, il signe un Concordat. Et le Concordat comporte, entre autres dispositions, le fait que l'Église ne réclamera plus jamais les biens qu'elle a perdus, d'un côté, et en échange, l'État s'engage à verser un salaire ad vitam aeternam pour les clercs. Ça n'est qu'une petite compensation, très petite, parce qu'encore une fois, je rappelle qu'avant 1789, le patrimoine dit de l'Église ne servait pas simplement à entretenir les prêtres, mais il servait aussi à l'éducation et la santé. Donc c'est une compensation. Enfin, franchement, l'Église a été extraordinairement généreuse d'accepter ce concordat. Et donc, évidemment... Et comment vous expliquez cette acceptation? L'Église est encore traumatisée? De toute façon, c'est très tôt. D'abord, l'Église est traumatisée, bien sûr, mais surtout, l'Église, fondamentalement, est prête à renoncer à toutes ses richesses. Regardez ce qui s'est passé à Rome dans les années 40. L'Église est prête à fondre ses propres calices pour assurer, en l'occurrence Pie XII a fait fondre ses calices pour sauver des Juifs, Oui. l'Église est prête à renoncer à toutes ses richesses pour évangéliser. Et donc évidemment, sa liberté était fondamentale pour l'évangélisation. Donc elle était prête à renoncer à tout, mais en justice, le Concordat est objectivement une consolidation de la première spoliation, et évidemment, spolier de nouveau en 1905. Alors qu'est-ce qui se passe? Troisième spoliation en 1905. Deuxième, donc on supprime le versement des salaires et on spolie les derniers bâtiments. Donc là aussi, on nous explique aujourd'hui, vous comprenez, l'Église se goinfre sur le dos de l'État, puisque c'est l'État qui entretient les cathédrales. Mais on se fout du monde. On n'a pas demandé à ce qu'on nous pique les cathédrales. D'ailleurs, il y a l'évêque de Tulle à qui une petite journaliste de 20 ans, d'FR3, disait « Mais enfin, nous entretenons vos cathédrales, c'est nous qui payons, donc on a le droit d'y chanter ce qu'on veut, y compris les sornettes les plus belles. » Et l'évêque, là, a répondu « Nous n'avons pas demandé à être expropriés, il y a une loi, nous sommes affectataires et nous devons... Moi, j'ai entendu beaucoup d'hommes politiques nous expliquer, vous comprenez, il faut absolument qu'on puisse financer sur argent public les mosquées, puisque les cathédrales sont financées sur argent public. Non, mais on rêve que cet argument puisse prospérer est un scandale inouï. Ça dit un nombre de choses sur l'analphabétisme de nos dirigeants qui est terrifiant. Parce qu'une bonne partie d'entre eux le croient vraiment. Ce qui est encore pire que ceux qui sont Ah non, mais on cyniques. ignore tout. Ces spoliations de l'Église, à chaque fois que j'en parle, je vais place Saint-Sulpice et je dis la maison des impôts, c'était l'ancien séminaire. C'est le séminaire Saint-Sulpice. Mais on est très peu à y penser. Et moi, j'y pense, c'est vrai,
tous les matins. Je ne peux pas voir un bâtiment dans une ville ou un village sans me dire c'est un bâtiment volé. Accessoirement, peut-être juste une petite parenthèse, en revenant à 1789, la spoliation de l'Église n'a pas permis de sauver la situation financière de la France. Vous savez que l'idée, c'était de faire du papier-monnaie et d'adosser ce papier-monnaie au patrimoine du clergé, enfin de l'Église. En fait, ce qui s'est passé, ce qui était inévitable d'ailleurs, et le b.a.-ba économique aurait dû l'enseigner, c'est qu'en mettant des milliards sur le marché, ça s'est effondré, et donc on a vendu à vil prix un patrimoine gigantesque. Ce qui a fait deux choses. Un, la chute de l'assignat ne s'est pas arrêtée. Et d'ailleurs, juste parenthèse, parce que ça peut peut-être donner des idées aux Français qui continuent à supporter cet État dispendieux. Je rappelle que la Révolution, à partir de 1792-1793, a imposé d'accepter l'assignat sous peine de mort. Et donc, il ne faudrait pas s'étonner si tôt ou tard, on nous dise la monnaie de singe qui s'appelle aujourd'hui l'euro, vous êtes obligé de la prendre, vous n'avez pas le droit de préférer l'or ou je ne sais pas quoi, ou du patrimoine immobilier, vous êtes obligé d'accepter du papier-monnaie qui ne vaut rien, mais si vous n'acceptez pas, c'est sous peine de mort. Sous peine de mort sociale. Alors maintenant, ça serait de la mort sociale, mais il sera tout à fait capable de restaurer la peine de mort physique. Mais socialement, ce sera tellement facile de nous couper de nos... Et alors, à propos d'or... Et juste pour finir, donc ça n'a servi à rien économiquement pour le pays. En revanche, ça a servi à une petite majorité, les fameuses 200 familles de départ. Parce qu'on oublie qu'à côté du Concordat, il y a aussi, par le premier consul, il y a aussi la formation de la Banque de France. Comment ça marche, la formation de la Banque de France? C'est très intéressant. Bonaparte prend les 200 personnes qui ont le plus gagné à cette spoliation. Et il leur dit, c'est vous qui ferez la monnaie maintenant. Évidemment, ils ne vont pas s'amuser à faire des mauvaises monnaies, puisque maintenant, c'est eux les rentiers. Et donc, il y a eu un capitalisme de connivence absolument abominable qui s'est créé. Et c'est pour ça qu'il y a toutes les souffrances des ouvriers au XIXe siècle. C'est que ces salopards, pardon d'être aussi vulgaire. C'est un mot très juste. Ces salopards se sont goinfrés sur le bien des pauvres que l'Église tenait en gérance. Ils l'ont piqué. Après ça, ils créent des chemins de fer, des aciéries, etc. Et ils prennent les pauvres qui étaient protégés par l'Église, qui sont maintenant complètement lâchés dans la nature sans aucune protection d'aucune sorte, et ils les exploitent de façon outrancière. Et encore une fois, c'est l'Église qui a été la seule à prendre leur défense. La doctrine sociale de l'Église a été la première. Parce que je rappelle aussi pour mémoire que les lois sociales, ce n'est pas des lois communistes, c'est des lois catholiques sociales. Bien sûr. Légitimistes en général. Bien sûr. Et puis enfin, l'énorme scandale de ce projet de promotion immobilière et de promotion artistique. Alors là, vous mettez les pieds dans le plat et vous comparez ce qui s'est passé à Versailles avec Jeff Koons, Murakami, Bernard Venet, Anish Kapoor et son vagin, et ce qui pourrait arriver à Notre-Dame. En fait, moi, ce que je crains beaucoup, parce qu'on est dans un flou terrible, et si vous regardez le projet de loi qui arrive en ce moment au Parlement, rien ne nous rassure de ce point de vue-là. Sur le caractère d'affectataire exclusif, pas d'affectataire tout court, d'affectataire exclusif que la loi de 1905 garantissait à l'Église, on n'est pas du tout garanti. Alors on peut imaginer que la loi de 1905... Ce qui fait qu'on va vers une troisième spoliation. Exactement. Moi, ce que je crains... Alors, à plusieurs niveaux, d'ailleurs, la spoliation. Parce que la première chose qu'on pourrait imaginer, et qui en soi ne serait pas choquant si l'Église est partie prenante de la décision, c'est qu'on dise la restauration a coûté tant d'argent, il faudra que les touristes payent pour rentrer dans les cathédrales. En soi, on pourrait le comprendre, il y a des pays où ça se pratique. En France, on a toujours refusé, parce qu'on a toujours dit l'Église, c'est la maison de Dieu, et donc on n'est pas des marchands du temple, on ne vend pas l'entrée dans l'Église. Moi, je suis plutôt sur cette ligne-là, et tant qu'on pourra le maintenir, je pense qu'il faut le maintenir. Mais on entend déjà cette petite musiquette-là, en disant 12 millions de touristes à 10 € chacun, on commence à faire un petit pactole quand même. C'est ça. Donc il y a ce premier aspect-là. Et Madame Hidalgo qui dit « La cathédrale me coûte et ne me rapporte rien », à côté de l'inélégance du propos, parce qu'on ne lui a pas demandé de se faire de l'argent avec la cathédrale. Enfin, et accessoirement, ce qu'elle raconte est complètement faux, parce que la cathédrale ne lui coûte rien. Elle lui rapporte des touristes. Elle n'y met que quelques millions d'euros
€ par an, donc Bien c'est sûr. à peu près rien dans son budget abyssal. Donc la cathédrale ne lui coûte rien et lui rapporte un paquet d'argent. Bien sûr. Les 12 millions de personnes qui viennent visiter la cathédrale, ils ne viennent pas en 24 heures, hein. Bien sûr. Ils y résident. Donc c'est pas vrai, elle raconte n'importe quoi. Mais de toute façon, on a l'habitude avec elle. Et puis il y a aussi, parce que ce projet est en cours d'exécution, puisque l'Hôtel-Dieu a été vidé, le palais de La justice conciergerie, et la police. Oui, c'est ça, il y a le le quai des Orfèvres. Ouais. Donc ça fait des bâtiments qui sont libres et vous craignez que ça devienne des expos espaces permanents, pour c'est l'art ça. contemporain. Exactement. Alors, ça fait partie des risques. Alors, que ce soit des espaces pour l'art, en général, serait extrêmement problématique parce que, encore une fois, l'Église est l'affectateur exclusif. Qui ait des concerts à Notre-Dame me choque absolument pas, à condition que ce soit l'archiprêtre ou l'évêque qui ait décidé, sûr. que ce soit tel organisme, que ce soit tel choral, etc. Et que ça soit de la musique sacrée. Et que ce soit de la Point musique barre. sacrée. Mais évidemment, si c'est l'État qui décide, compte tenu des goûts artistiques très sûrs de nos ministres de la Culture successifs... Et de leurs intérêts financiers. Et de leurs intérêts Puisqu'on financiers, rappelle absolument. on rappelle ça, rappelez-le Stéphanie, puisque c'était le fond de notre campagne dans Versailles Mon Amour. Ils utilisent les châteaux, les églises pour Notre patrimoine, valoriser. pour faire monter la cote de C'est une PA, en fait, sur notre patrimoine, pour mettre en valeur leur propre rien, en fait, leur propre rien. Parce qu'un objet exposé à Versailles va avoir, en sortant, une cote décuplée. Absolument, Donc, ils se servent du patrimoine comme zone de chalandise en réalité. Absolument. Et là, ça commence à bien faire. Comme dit Finkielkraut, l'art contemporain, c'est la rupture assumée avec le beau, ce qui est tout de même le contraire de ce qui se passait dans nos églises et dans nos cathédrales. Absolument. Et c'est aussi le contraire du mécénat, parce que si on ne regarde que l'aspect artistique des choses, le mécénat traditionnel, c'est des personnes très riches qui ont les moyens de un artiste et qui disent « je voudrais un portrait de moi, un beau château ou ceci ou cela ». Ou une belle église. Mais c'est eux qui prennent de leur cassette pour faire germer de l'art. Aujourd'hui, c'est l'inverse. On a des types qui sont nommés par copinage. On décrète que machin qui fait un bidet est un artiste. Et donc machin, on lui offre... et c'est l'État. Et c'est les fonds d'État. Et c'est le contribuable qui paye. Donc moi, je veux bien être mécène, mais à la condition expresse de choisir les œuvres d'art que je finance. Moi, c'est quand même invraisemblable qu'on m'oblige à financer, par exemple, le vagin de la reine. Enfin, je trouve ça hallucinant de grossièreté. Parce qu'avec le système de remboursement des impôts, eh bien voilà, on arrive à ces collections Bois de Boulogne qui est tout de même assez sinistre. Eh bien, je vous conseille, chers amis de TV Liberté, de lire un petit opuscule sur Internet en haut du Salon Beige, en tête, de Guillaume de Thieulois, Notre-Dame, chute et résurrection, parce que c'est de l'imprimer et de le diffuser, parce que il remet les pendules à l'heure et il est extrêmement pédagogique et c'est un élément de combat. Merci. Le combat est d'actualité. Absolument. Et le Salon Beige est un très bel outil. Merci beaucoup, Merci, Guillaume de Thieulois. Anne. Merci, Stéphanie Bignon. Merci, Anne. À très vite. Non, j'ai oublié de vous dire quelque chose d'important et rendre hommage à Chantal de Crisset qui nous a envoyé ce très beau dessin de la cathédrale, bien sûr, de Notre-Dame de Paris. Chantal de Crisset, C-R-I-2-S-E-Y. Elle a bien sûr un site sur Internet. Au revoir, chers amis.